Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une question assez troublante. Pourquoi l'Afrique, si riche en ressources, reste marquée par la pauvreté? Oui, bonjour. C'est un paradoxe qui saute aux yeux. La source vidéo qu'on analyse le souligne bien. Elle chiffre ça comment d'ailleurs? Eh bien, on parle de près de la moitié de l'or mondial, des réserves énormes de diamants, cobalt, platine, et pourtant, sur les 30 pays les plus pauvres en PIB par habitant, 24 sont en Afrique. C'est énorme. Prenez la RDC. On estime la valeur de ses ressources à 24 billions de dollars. Billions, hein, mais son PIB en 2023, à peine 66 milliards. C'est dérisoire en comparaison. Absolument vertigineux. Et la source, elle propose quelle lecture? Elle écarte les explications un peu simplistes, c'est ça? Oui, elle met vraiment l'accent sur la géographie. Pas comme seule explication, bien sûr, mais comme un facteur majeur, souvent sous-estimé. D'accord. Alors, explorons cette piste géographique. Quels sont ces handicaps pointés par la source A? Alors, premier point, l'immensité du continent et son orientation nord-sud. Ça crée une fragmentation climatique très forte sur des distances assez courtes. Déserts, savanes, forêts tropicales. Plus difficile pour l'agriculture, les déplacements, que l'Eurasie qui est plutôt est-ouest? Exactement. L'Eurasie a des zones climatiques plus larges, plus continues. Ça facilite les choses. Et puis, il y a le Sahara. La source en parle comme d'un obstacle majeur. Ah oui, le Sahara, grand comme les États-Unis, un véritable océan de sable. Il a isolé l'Afrique subsaharienne pendant des millénaires. Ça a freiné la diffusion des idées, des technologies, le commerce terrestre. C'est un isolant puissant. D'accord. Et pour le commerce maritime, c'est mieux. Par exemple? La différence est frappante. L'Europe a une côte 6 fois plus longue, pour une surface 4 fois plus petite. Ça a forcément joué sur le développement du commerce maritime, des puissances navales. Zanzibar est une des rares exceptions grâce à son port. Ok. Donc, difficile d'accoster. Et une fois à terre, pénétrer à l'intérieur, c'est facile. J'ai cru comprendre que des fleuves posaient problème. C'est le point suivant, oui. Les grands fleuves africains, comme le Congo, le Zambèze, beaucoup chutent brutalement près de la côte. Le Congo, c'est l'exemple type. Il perd 270 mètres d'altitude sur ses 350 derniers kilomètres. 270 mètres? C'est énorme. Oui, comparé avec l'Amazone, sur 800 kilomètres, c'est juste 6 mètres de dénivelé. La différence est folle. Donc, c'est rapide près de l'embouchure, ça bloque tout. Ça bloque la navigation directe depuis l'océan vers l'intérieur. On ne peut pas remonter les fleuves facilement comme sur le Mississippi, le Rhin, le Yangtze. Ces fleuves-là ont été de vraies autoroutes commerciales. En Afrique, beaucoup de sections sont navigables, mais elles sont coupées de la mer. Le Niger est un peu mieux, mais c'est limité et saisonnier. Le Nil, navigable jusqu'à Khartoum seulement depuis la mer. D'accord, je vois. Des obstacles physiques très concrets. Mais la source mentionne aussi un autre type de fardeau, biologique. Tout à fait. La localisation tropicale d'une grande partie de l'Afrique subsaharienne, ça favorise des maladies. Le paludisme, bien sûr, qui fait des ravages. 90% des décès mondiaux chaque année. Et la maladie du sommeil, la fameuse mouche tsetse. Exactement. Et la tsetse, elle a un impact qui va au-delà de la santé humaine. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire, Elle tue le bétail. Chevaux, bœufs, ils ne survivent pas dans les zones infestées. Donc, pas d'animaux pour tirer les charrues, pour le transport lourd, sur de vastes territoires. ah oui, donc ça bloque l'agriculture intensive, le transport de marchandises. Mhm. Précisément. Tout repose sur la force humaine. Ça limite la production agricole, la taille des communautés aussi, ça a favorisé une certaine fragmentation. L'impact d'un insecte sur l'organisation d'une société, c'est assez fou. C'est fondamental. Et même dans les zones moins touchées, comme plus au sud. Ah ah, d'autres problèmes de santé prennent le relais. Oui. La source pointe les taux très élevés de VIH dans certaines régions, comme l'Eswatini, le Botswana, parfois plus de 20% de prévalence. C'est dramatique. Et les terres elles-mêmes, on a l'image d'une Afrique immense, mais les bonnes terres agricoles, Elles sont en fait relativement limitées par rapport à la taille du continent. est très fragmentées, souvent situées en plus dans la zone d'influence de la tsetse et sans cet accès fluvial facile au marché dont on parlait. Ok, donc si on résume, climat changeant, désert au nord, côte peu accueillante, fleuve coupé de la mer, maladies qui touchent hommes et bétail, terres arables dispersées et isolées. Ça fait beaucoup. Oui, c'est une accumulation d'handicaps. Et une conséquence directe, c'est le coût du transport en Afrique subsaharienne, parmi les plus élevés au monde. Ce qui explique pourquoi, historiquement, l'exportation s'est concentrée sur des produits à forte valeur ajoutée et faible poids. C'est ça. Les minerais, l'ivoire.
et malheureusement les esclaves. Difficile d'exporter des tonnes de céréales ou de bois dans ces conditions. Cette fragmentation géographique a aussi joué sur la diversité culturelle et linguistique, non hein? Absolument. On compte jusqu'à 3000 langues en Afrique, contre 250 en Europe environ. Cette diversité rend plus complexe la construction de grands ensembles politiques, d'identités communes, même s'il y a eu de grands empires comme le Songhai ou l'Éthiopie, souvent dans des zones un peu plus favorables géographiquement. Et par-dessus tout ça, l'héritage colonial a ajouté sa propre couche de complexité. Oui, notamment avec le tracé des frontières, qui a créé 16 pays enclavés, sans accès direct à la mer et souvent sans fleuve navigable pour les désenclaver, contrairement à l'Europe. Et les chemins de fer. Construit pour sortir les ressources, pas pour connecter les régions entre elles. Voilà, souvent des lignes uniques vers la côte, mal connectées entre elles et qui doivent affronter le relief. La RDC qu'on mentionnait au début semble vraiment cristalliser tous ces problèmes. C'est un cas d'école tragique. Immense, potentiellement richissime, mais enclavé de fait. Le fleuve Congo est une voie majeure à l'intérieur, mais inutile pour rejoindre l'océan. La source évoque la route nationale pour traverser le pays. Un cauchemar logistique. 8 ruptures de charge, m'a-t-on dit. Bateaux, trains, camions, ça peut prendre des mois. Des mois. On comprend mieux pourquoi certaines régions comme l'Est restent si isolées et instables. Ça explique en partie les conflits récurrents. Ça contribue, oui, cette difficulté à intégrer le territoire, à le développer. La géographie rend l'État central très faible dans ces zones éloignées. Donc au final, la source nous dresse un tableau où la géographie a posé des contraintes structurelles très lourdes pendant des siècles. C'est ça. Des freins au commerce, à l'agriculture, à l'intégration politique. Des désavantages cumulatifs. Et ces facteurs géographiques, quand on les combine avec l'histoire, la traite, la colonisation que la source mentionnait aussi, ça donne une perspective plus complète sur les défis actuels. Tout à fait. La source suggère même que les conflits plus récents, comme au Rwanda, sont aussi liés en partie à ces contraintes de base, à la pression sur des ressources limitées dans des espaces difficiles. Une interaction vraiment complexe entre la terre, l'histoire et le destin des peuples. Ça laisse matière à réflexion.